Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui parle de la santé. Aujourd'hui, le thème est simple, la maladie de Charcot. Nous allons discuter avec le docteur Glody qui va nous parler de ce sujet. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Je vais bien. Merci et vous Nicolas. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Les questions nous viennent des quatre coins du monde pour savoir exactement ce que cette maladie de Charcot depuis que l'acteur Eric Dane a révélé qu'il souffrait de cette maladie que les gens qualifient de mortelle et l'acteur a confirmé qu'il sera au tournage de la série Euphoria. Alors tout ça c'est bien comme information, mais commençons par le début. C'est quoi la maladie de Charcot, docteur ? Merci pour la parole. Alors par définition, la maladie de Charcot ou la sclérose latérale amyotrophique, ou encore SLA en abrégé, est une maladie dégénérative chronique du système nerveux central, associée à une atrophie des muscles squelettiques et à des signes du tractus pyramidal. Du point de vue épidémiologique, la sclérose latérale amyotrophique se manifeste généralement dans la seconde moitié de la vie et son incidence est maximale vers la 7e décennie de la vie. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes. La littérature indique une incidence de 1 à 2 cas pour 100 000 personnes. Des zones endémiques de sclérose latérale amyotrophique ont été décrites, par exemple à Gam dans le Pacifique occidental. L'incidence de la maladie est jusqu'à 50 fois plus élevée ici. L'acide aminé étaméthylamino-L-alanine, en abrégé BMAA, produit par les cyanobactéries, est probablement le facteur causal. Il est ingéré, entre autres, par la consommation de roussettes. Les causes de la sclérose latérale amyotrophique ne sont pas encore entièrement comprises. Un regroupement familial typiquement observable de cas de la maladie indique une prédisposition génétique. Certains patients présentent des mutations dans le gène TDP43 ou SOD1. Cependant, d'autres facteurs tels que les maladies virales ou auto-immunes sont également évoqués. Des recherches récentes indiquent que les troubles de la réparation de l'ADN sont un facteur déclenchant clé de la sclérose latérale amyotrophique. Dans environ 11% de tous les cas et environ 40% des cas familiaux de SLA, une expansion d'hexanucléotides dans le gène C9orf72 est observée. Cette mutation est également retrouvée dans certains cas de démence frontotemporale et très fréquemment dans un chevauchement de SLA et de DFT. Les conséquences de cette expansion sont encore floues, mais plusieurs effets pathogènes existent probablement. Merci docteur, j'ai souvent entendu que vous, les médecins, parliez souvent des physiopathologies. Alors dans le cas de la maladie de Charcot, existe-t-il une physiopathologie qui explique comment cette pathologie se manifeste dans le corps humain ? Merci pour la question. Du point de vue physiopathologique, les symptômes de la maladie résultent de la mort des motoneurones de la moelle épinière, qui peut à son tour être attribuée à une dégénérescence de certaines zones du cerveau. Une perte de cellules ganglionnaires dans les noyaux des nerfs crânien-moteurs et dans la corne antérieure médulaire peut également être régulièrement détectée. Dans ces neurones, l'apparition de corps de Bunina est typique de la SLA. La dégénérescence neurale conduit à une atrophie secondaire des muscles innervés, en particulier dans l'extrémité. Les symptômes sont similaires à ceux de l'atrophie spinale. La déficience des nerfs crânien-moteurs entraîne une atrophie des muscles faciaux et une paralysie bulbaire progressive. Il faut aussi comprendre que la maladie de Charcot a plusieurs formes. Il y a donc 3 formes de sclérose latérale amyotrophique qui sont actuellement connues. La forme sporadique, la sclérose latérale amyotrophique sporadique est la plus fréquente. Ces causes ne sont toujours pas comprises aujourd'hui. La forme familiale, la sclérose latérale amyotrophique familiale est une maladie autosomique dominante. La forme endémique, une incidence massivement accrue de la sclérose latérale amyotrophique dans certaines zones endémiques a été décrite. Merci docteur, parlons à présent de la clinique de cette maladie. Pouvez-vous nous décrire tous les symptômes cliniques de la maladie de Charcot ? Alors la maladie de Charcot, ou la sclérose latérale amyotrophique, se manifeste d'abord dans les régions acrales par des fasciculations incontrôlées, puis par une paralysie flasque. À partir des petits muscles de la main et du pied, la maladie progresse de manière proximale, où elle provoque l'atrophie des groupes musculaires des bras et des jambes. En plus de la paralysie flasque, de nombreux patients ressentent des crampes musculaires extrêmement douloureuses. L'atrophie des muscles du visage donne au visage un aspect inexpressif et creux. Finalement, une paralysie des muscles de la langue, du palais, du pharynx et du larynx, symptômes de paralysie bulbaire, se manifestent, ce qui conduit finalement à la mort par aspiration de corps étrangers ou par suffocation. La sensibilité, la perception sensorielle et la conscience sont entièrement préservées tout au long de la maladie. Cependant, au fil du temps,
une démence frontotemporale peut se développer. Il faut savoir qu'il y a une forme particulière de sclérose latérale amyotrophique entraînant une paralysie spastique, notamment des jambes, une rigidité et des signes positifs du tractus pyramidal. Cette forme s'appelle la sclérose héréditaire. Merci docteur, mais pour bien comprendre cette pathologie, à quel moment peut-on commencer à s'inquiéter de cette pathologie ? Bonne question. La diminution du niveau d'activité générale, qui peut survenir jusqu'à 5 ans avant le diagnostic réel, est un des symptômes qui peut déjà interpeller. Mais de manière générale, la maladie de Charcot ou la sclérose latérale amyotrophique, SLA, présente plusieurs symptômes précoces qui devraient alerter. Parmi ces symptômes, on peut citer, en premier lieu, la faiblesse musculaire. Alors une faiblesse inhabituelle dans les bras, les jambes ou les mains, qui peut rendre des tâches quotidiennes difficiles. En deuxième lieu, la crampe musculaire. En troisième lieu, l'atrophie musculaire. Ici, il faut comprendre qu'il s'agit d'une diminution notable de la masse musculaire, surtout dans les bras ou les jambes. En quatrième lieu, les problèmes de coordination. Ici, on comprend que la personne touchée par cette maladie a des difficultés à coordonner les mouvements, ce qui peut affecter la marche ou la manipulation d'objets. En cinquième lieu, je dirais les troubles de la parole. Ici, on peut voir par exemple des changements dans la voix ou des difficultés à articuler correctement les mots. En sixième lieu, il y a une difficulté à avaler, des problèmes lors de la déglutition qui peuvent entraîner des fausses routes. En septième lieu, j'ajouterai la fatigue. Une fatigue excessive pour effectuer des tâches qui ne devraient pas entraîner de fatigue. Ça c'est de manière générale, mais s'il y a un seul signe qui doit vraiment alerter tout le monde, c'est la faiblesse et l'atrophie musculaire. La faiblesse commence souvent dans les muscles de la main et entraîne une perte croissante de tissu, atrophie. Cela affecte la mobilité et la force des mains et des bras. Merci pour ces explications docteur. Maintenant que nous connaissons les signes, comment vous, en tant que médecin, vous allez le diagnostiquer ? En accueillant un malade à l'hôpital, vous ne pouvez pas confirmer directement qu'il s'agit de la maladie de Charcot. Il y a des étapes avant la confirmation de la maladie. En tant que médecin, nous avons 3 étapes pour confirmer la maladie. Il y a l'anamnèse, l'examen physique et les examens complémentaires divisés en 2 parties où l'on a d'un côté l'examen de laboratoire et de l'autre côté l'examen apparatif. Commençons par la première étape. L'anamnèse. Dans l'anamnèse par exemple, il y a des questions importantes que l'on doit poser au patient, mais avant de les poser, on récupère les informations nécessaires du patient ou de la patiente et ces informations sont le nom complet, l'âge, la date de naissance, la taille, le poids, son état civil et son activité ou travail. En premier lieu, les plaintes du patient 1. Pour les symptômes musculaires, on peut poser les questions suivantes. Avez-vous remarqué une faiblesse inhabituelle dans vos bras, vos jambes ou vos mains? Si oui, depuis combien de temps? Ressentez-vous des crampes ou des spasmes musculaires fréquents? À quelle fréquence se produisent-ils? Avez-vous observé une diminution de la taille de certains muscles, particulièrement dans les bras ou les jambes? Avez-vous mal ou des douleurs? Si oui, quelle est leur force ou intensité sur une échelle de 1 à 10? Il faut comprendre que sur cette échelle, 0 à 2 signifie pas peu de douleur 3 à 4. Lorsqu'on est distrait, la douleur n'est plus au centre de l'attention 5 à 6. La douleur empêche de marcher, de s'endormir et de dormir toute la nuit 7 à 8. Besoin de s'allonger, distraction impossible, pensée entière tourne autour de la douleur 9 à 10. Douleur insupportable, terrible, le patient a envie de crier ou crie réellement. Pour la paralysie et troubles sensoriels, les questions qui nous intéressent sont par exemple: avez-vous remarqué une paralysie? Si oui, où et depuis quand? Avez-vous une sensation de picotement, de fourmillement ou d'engourdissement? 3. Pour la coordination et mobilité, les questions suivantes peuvent être posées. Avez-vous des difficultés à marcher ou à maintenir votre équilibre? Avez-vous déjà chuté? Rencontrez-vous des difficultés lors de tâches nécessitant de la dextérité, comme boutonner une chemise ou écrire? 4. Pour des problèmes de parole et de déglutition, on peut poser les questions telles que: avez-vous des difficultés à parler, comme une voix devenue plus faible ou des problèmes d'articulation? Avez-vous des difficultés à avaler? Avez-vous déjà eu des incidents de fausse route en mangeant ou en buvant? 5. Concernant la fatigue, on peut poser la question: ressentez-vous une fatigue excessive durant les activités quotidiennes? Cela vous limite-t-il dans vos tâches habituelles? 6. Si les patients ont des symptômes respiratoires, on peut demander: avez-vous des difficultés à respirer, surtout en parlant ou en fournissant un effort? 7. Une autre question sur les changements émotionnels et comportementaux peut aussi attirer le médecin et il ou elle peut demander par exemple: avez-vous remarqué des changements d'humeur, tels que de l'anxiété ou de la dépression? Comment ces symptômes affectent-ils votre qualité de vie et vos activités sociales? En deuxième lieu, l'histoire végétative incluant l'histoire nutritionnelle, les symptômes végétatifs. Les questions à poser ici sont par exemple: avez-vous perdu du poids? Si oui, combien de kilogrammes? Avez-vous remarqué des changements dans vos selles ou votre miction? Pouvez-vous retenir vos selles et votre urine en toute sécurité? Souffrez-vous de constipation ou de miction fréquente?
À ces questions, on peut ajouter les questions suivantes. 1. Pour la régulation de la température. Avez-vous remarqué des changements dans votre capacité à réguler votre température corporelle? Ressentez-vous souvent des frissons ou des bouffées de chaleur sans explication? 2. Pour la transpiration et peau. Avez-vous des changements dans votre sudation? Par exemple, transpirez-vous moins ou plus qu'avant? Avez-vous remarqué des anomalies de la peau, comme une peau sèche ou des éruptions cutanées? 3. Pour la fonction gastro-intestinale, avez-vous des problèmes digestifs, tels que des nausées, des vomissements ou une constipation fréquente? Avez-vous des difficultés à manger ou à digérer des aliments? Cela vous cause-t-il des douleurs? Pour la fréquence cardiaque et pression artérielle, ressentez-vous des palpitations ou des battements de cœur irréguliers? Avez-vous des étourdissements, notamment en vous levant, pouvant indiquer des variations de pression artérielle? Pour la fonction urinaire, avez-vous des problèmes urinaires, comme des fuites, des besoins fréquents ou une difficulté à uriner? Régulièrement, éprouvez-vous des brûlures ou des douleurs lors de l'urination? Pour les symptômes affectifs et d'anxiété, ressentez-vous une anxiété accrue ou des fluctuations d'humeur sans raison apparente? Avez-vous des problèmes de sommeil, comme de l'insomnie ou un sommeil agité? Pour les autres symptômes autonomes, y a-t-il d'autres symptômes végétatifs que vous avez remarqués et qui vous semblent anormaux? Comment ces symptômes affectent-ils votre qualité de vie au quotidien? En troisième lieu, il y a les antécédents médicaux personnels que le médecin doit savoir. Existe-t-il des maladies neurologiques ou systémiques connues, par exemple, sclérose en plaques, polyneuropathie, inflammation chronique? Avez-vous des antécédents de troubles musculaires ou neuromusculaires? Avez-vous un historique de trauma crânien ou de maladies neurodégénératives? 2. Fonction respiratoire et déglutition. Avez-vous des antécédents de problèmes respiratoires ou de difficultés à respirer lors d'efforts? Avez-vous des problèmes de déglutition, comme des difficultés à avaler ou des incidents de fausse route? 3. Antécédents généraux. Avez-vous des antécédents de maladies auto-immunes ou d'autres conditions médicales significatives, comme des maladies cardiovasculaires ou diabétiques? Avez-vous déjà été hospitalisé pour des problèmes de santé? Si oui, pour quel motif? Événements déclencheurs. Avez-vous identifié des événements spécifiques, comme des infections, des blessures ou un stress important, qui semblent avoir coïncidé avec l'apparition de vos symptômes actuels? Évaluation psychologique. Avez-vous un historique de troubles de l'humeur, comme la dépression ou l'anxiété? Si oui, comment cela a-t-il été traité? Comment vos symptômes affectent-ils votre qualité de vie et votre bien-être émotionnel? Pour l'histoire environnementale, étiez-vous en contact permanent dans votre travail ou à la maison avec le gaz d'échappement diesel, les champs électromagnétiques de fréquence extrêmement basse, les pesticides pentachlorobenzène, les éthers diphényliques polybromés 47, les polychlorobiphéniles? En quatrième lieu, pour les opérations interventions chirurgicales, avez-vous subi des interventions chirurgicales ou des blessures dans le passé qui pourraient être liées à vos symptômes? En cinquième lieu, pour les allergies, avez-vous des allergies à des médicaments ou à d'autres substances? En sixième lieu, les médicaments déclencheurs. Ici on fait allusion aux crampes musculaires qui sont des symptômes de la maladie de Charcot. Prenez-vous des médicaments tels que bêta-bloquants, médicaments hypotenseurs, bêta-sympathomimétiques, antagonistes du calcium, quinidine, cholinergiques, parasympathomimétiques, comme carbachol, néostigmine, pyridostigmine, diurétique, ibuprofène, statine, dérivés de l'acide clofhibrique, médicaments hypolipidémiants. En septième lieu, antécédents familiaux. Les questions à poser sont par exemple 1. T-il des membres de votre famille qui ont été diagnostiqués avec une maladie neurologique, comme la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson? Si oui, à quel âge les membres de votre famille ont-ils développé leurs symptômes, ont-ils été diagnostiqués? Existe-t-il des variations d'âge de début pour les maladies au sein de votre famille? Avez-vous des membres de votre famille atteints de troubles musculaires ou de maladies génétiques? Avez-vous des proches ayant des antécédents de démence ou d'autres troubles neurodégénératifs? Y a-t-il des antécédents familiaux de maladies auto-immunes, comme le lupus, la thyroïdite auto-immune ou la polyarthrite rhumatoïde? Existe-t-il des membres de votre famille ayant des maladies génétiques ou des troubles héréditaires connus? Avez-vous ou un membre de votre famille été testé pour des mutations génétiques liées à des maladies neurodégénératives? Avez-vous des antécédents familiaux de décès prématurés ou de maladies graves survenus à un âge relativement jeune? Y a-t-il des membres de votre famille qui ont été incapables de mener une vie normale à cause de soucis de santé? Mode de vie et exposition environnementale. Y a-t-il des tendances familiales concernant le mode de vie, comme des habitudes alimentaires, des pratiques sportives ou des expositions à des substances toxiques, pesticides, produits chimiques, etc. Avez-vous des antécédents familiaux de maladies liées à un environnement de travail particulier? Âge des antécédents familiaux.
À quel âge les membres de votre famille ont-ils développé leurs symptômes, ont-ils été diagnostiqués? Existe-t-il des variations d'âge de début pour les maladies au sein de votre famille? En 8e lieu, l'histoire sociale ici, on peut poser des questions telles que: existe-t-il des signes de stress psychosocial? Par exemple, stress, conflits familiaux. Comment gérez-vous le stress pouvant découler de vos symptômes ou de l'évaluation de votre maladie? Ressentez-vous de l'anxiété ou de la dépression? Après ces questions, le médecin peut faire un diagnostic différentiel, même s'il pense à la maladie de Charcot. Alors dans le cas de la maladie de Charcot, le diagnostic différentiel est 1. Si c'est le système musculo-squelettique et tissu conjonctif, on peut penser aussi à la myosite à corps d'inclusion 2. Si on pense au système nerveux, on peut penser aussi à la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, la démence frontotemporale, la neuropathie, la paralysie pseudobulbaire, la syringobulbie, la paraparésie spastique tropicale, la myélopathie cervicale. Continuons avec la deuxième étape, l'examen physique 1. Pour l'inspection, je commence par l'observation générale et ici, les points importants sont l'attitude et le comportement. Notez si le patient ou la patiente présente des signes de faiblesse, de fatigue ou de détresse. La posture et la démarche. Évaluer la posture du patient ou de la patiente, affaissement, position des membres et la démarche, si réalisable, pour identifier d'éventuelles irrégularités. Ensuite, il y a l'inspection musculaire et ici, les points importants sont l'atrophie musculaire. Rechercher des signes d'atrophie dans les bras, les jambes et le tronc, en notant la symétrie des membres. Les contractures. Vérifier l'existence de contractures ou de rigidité musculaire. La tonicité. Observer la tonicité musculaire au repos. Observer le tonus musculaire, en cherchant des signes de faiblesse, d'atrophie musculaire ou d'hypertrophie compensatoire. Noter des variations dans la taille et la symétrie des muscles. Test de force musculaire. Évaluer la force dans les membres supérieurs et inférieurs, flexion et extension des bras, jambes, poignets et chevilles, en utilisant l'échelle de classification de la force 0 à 5. Test de coordination. Proposer des gestes simples, comme toucher son nez avec les doigts, test de doigt-nez, et réaliser des mouvements alternés rapides pour évaluer la coordination. Évaluation de la sensibilité. Tester la sensibilité tactile, douce et aiguë, sur différentes parties du corps. Réflexes. Évaluer les réflexes tendineux, biceps, triceps, patellaires, achilléens, et noter tout hypo ou hyperréflexie. Ensuite, il y a l'inspection de l'appareil respiratoire, mouvement respiratoire. Observer les mouvements de la cage thoracique et les muscles accessoires utilisés pour la respiration, comme les muscles du cou, pour détecter une éventuelle dyspnée. Observer l'effort respiratoire et l'utilisation des muscles accessoires. Évaluer la capacité de parler et remarquer toute dyspnée, difficulté respiratoire. Ensuite, il y a l'évaluation de la déglutition. Signes de dysphagie. Notez tout signe indiquant des difficultés à avaler, tels que le reflux de nourriture ou la toux lors de la déglutition. Interrogez le patient sur d'éventuels problèmes de déglutition, tels que la sensation de blocage des aliments ou le risque de fausse route. Une évaluation directe de la déglutition peut être faite en demandant au patient de prendre un petit verre d'eau. Ensuite, il y a l'évaluation de la fonction crânienne. Tester les nerfs crâniens. Nerf 1, c'est pour évaluer l'odorat. Nerf 2, c'est pour tester la vue, champ visuel et acuité. Nerf 3, 4, 6, c'est pour évaluer les mouvements oculaires. Nerf 5, pour tester la sensibilité faciale et les mouvements de mastication. Nerf 7, pour évaluer les mouvements faciaux, sourire, froncement. Nerf 8, pour tester l'audition. Nerf 9 et 10, pour évaluer la déglutition et la phonation. Nerf 11, pour tester la force du cou. Nerf 12, pour évaluer la mobilité de la langue. Ensuite, il y a l'évaluation psychologique. Poser des questions sur l'état émotionnel et mental du patient, en vérifiant tout signe de dépression ou d'anxiété qui pourrait découler de la maladie. Ces évaluations sont des évaluations neurologiques. Pour la percussion, bien que la percussion soit généralement plus utilisée dans l'examen physique des poumons ou de l'abdomen, elle peut être bénéfique pour évaluer la taille et les limites des régions thoraciques. Percussion thoracique. Percuter doucement sur la paroi thoracique du patient pour évaluer la sonorité et détecter tout épanchement pleural ou anomalie. Vérifier la symétrie des sons percutés à droite et à gauche. Pour la palpation, on commence par la palpation musculaire. Ici, les points importants sont le tonus musculaire. Avec les mains, évaluer le tonus musculaire et la consistance des muscles. Rechercher des signes de spasticité ou de flacidité. L'atrophie. Utilisez vos doigts pour palpation, comparant les muscles des membres et notant les variations de taille. Ensuite, il y a la palpation de l'appareil respiratoire. Ici, les points importants sont l'expansion thoracique. Placez vos mains sur le bas de la cage thoracique et demandez au patient de respirer profondément. Évaluez l'expansion thoracique symétrique des deux côtés. Le souffle. Palpez pour identifier toute douleur ou inconfort à la palpation des côtes et du sternum. Pour l'auscultation, on commence par l'auscultation pulmonaire. Les points importants sont
Utilisez un stéthoscope pour écouter les bruits respiratoires dans les différentes zones des poumons, antérieures et postérieures. Il faut rechercher respiration normale. S'assurer que les bruits respiratoires sont présents et symétriques. Sibilant ou ronflement. Procéder à une évaluation plus attentive pour détecter des sons anormaux qui pourraient indiquer une obstruction ou une infection. Ensuite, il y a l'auscultation cardiovasculaire. Écoutez les bruits du cœur pour détecter des murmures, des souffles et évaluer la fréquence cardiaque. En dernier, il y a l'auscultation de la déglutition. Écoutez le bruit de la déglutition pour évaluer tout problème potentiel. Continuons avec la troisième étape, les examens complémentaires. Les examens de laboratoire 1. Paramètres de laboratoire de premier ordre, numération globulaire complète, numération globulaire différentielle, créatine kinase, électrolytes, calcium, magnésium, sodium, potassium, phosphate, chlorure, paramètres inflammatoires, CRP, protéines C-réactives, vitesse de sédimentation érythrocytaire, paramètres hépatiques, alanine aminotransférase, aspartate aminotransférase, glycémie à jeûne. Si nécessaire, test oral de tolérance au glucose, paramètres thyroïdiens, TSH, FT3, FT4, protéines sériques et immunoélectrophorèse, vitamine B12, acide méthylmalonique, homocystéine, protéines de chaîne légère de neurofilaments dans le sérum. Séquence de micro-ARN2. Paramètres de laboratoire de second ordre en fonction des diagnostics différentiels. Ces paramètres sont anticorps antinucléaires, enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, exosaminidase A et B, ponction lombaire, prélèvement de liquide céphalorachidien par ponction du canal rachidien, biopsie musculaire et nerveuse, en particulier en cas de manifestation atypique, apparition atypique, pour différencier les causes métaboliques, immunologiques et néoplasiques, sérologie, analyse des gaz du sang. Pour les examens d'imagerie, électromyographie, EMG, mesure de l'activité musculaire électrique, et électroneurographie, ENG, mesure de la vitesse de conduction nerveuse, NCG, des voies nerveuses motrices et sensorielles des nerfs périphériques, pour détecter l'activité musculaire pathologique, maladie, qui est souvent associée à une réduction des unités motrices, imagerie par résonance magnétique, IRM. Imagerie transversale assistée par ordinateur, utilisant des champs magnétiques, c'est-à-dire sans rayon X, et tomodensitométrie, TDM. Imagerie transversale, image radiographique de différentes directions avec évaluation par ordinateur. Pour le diagnostic de l'atrophie du cerveau et de la moelle épinière et pour le diagnostic différentiel de la myélopathie cervicale, lésion de la moelle épinière de la colonne cervicale, spirométrie, examen de base dans le cadre du diagnostic de la fonction pulmonaire, pour déterminer la capacité vitale. Merci pour ces explications. C'était très intéressant de vous suivre et j'espère que les jeunes médecins comprennent tout ça parce que ça sera votre quotidien. Alors dites-nous, docteur, vu que le diagnostic est posé, que fait-on à présent pour traiter la pathologie ? Alors actuellement, il n'existe aucun traitement causal pour la sclérose latérale amyotrophique. Les objectifs de la thérapie sont la réduction des symptômes, renforcer les fonctions motrices existantes, la compensation fonctionnelle des déficits, améliorer la qualité de vie. Commençons par la thérapie symptomatique. 1. Pour la perte d'appétit, on donne mirtazapine, THC-CBD2. Pour les symptômes bulbaires affectant les muscles de la gorge larynx, on donne le bromure de méthanthélium anticholinergique, le trihexyphénidyle, antagoniste des récepteurs muscariniques, que glycopyrronium, parasympatholytique. 3. Pour l'anxiété, on donne benzodiazépine, P. Exemple, lorazépam. 4. Pour la dépression, utilisation privilégiée d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, par exemple, citalopram. Tricyclique, par exemple, l'amitriptyline. 5. Pour la dyspnée, essoufflement, lorazépam, autre benzodiazépine. Pour les fasciculations, mouvements involontaires de très petits groupes musculaires. Anticonvulsivants, par exemple carbamazépine. Pour l'hypersalivation, patch de scopolamine. Pour les crampes, magnésium, premier choix. Carbamazépine, gabapentine, phénitoïne, antiépileptique, diphénhydramine, antihistaminique H1. Sulfate de quinine, pour les rires, pleurs, pathologiques, citalopram, amitriptyline pour les crampes musculaires, sulfate de quinine, péridinol, THC-CBD11. Pour l'augmentation du tonus musculaire, baclofène, tizanidine, L-dopa introduite lentement 12. Pour les troubles du sommeil, mirtazapine, Zoption, daridéorexant. Pour la douleur, anti-inflammatoire non stéroïdien et opiacé selon le schéma étape par étape de l'OMS. Pour la spasticité, baclofène, tizanidine, myotonolytique antispastique, 4 aminopyridine, sur ordonnance, THC-CBD15. Pour le mucus épais, acétylcystéine. Continuons avec la thérapie modificatrice de la maladie. Il s'agit du silençage génique, le traitement avec antagoniste du glutamate riluzole, l'oligonucléotide antisens, tofersen. À part cela,
Il y a encore d'autres thérapies en phase de test, telles que la thérapie par cellules souches. Il s'agit d'utiliser des cellules souches autologues, prélevées dans la moelle osseuse ou le sang du patient, cultivées puis implantées dans les zones endommagées du cerveau et de la moelle épinière. Les études actuelles rapportent un arrêt de la progression et une amélioration subjective de la qualité de vie chez certains patients. Mais il faudra encore attendre pour que cela soit la norme partout, vu que les données sont, à ce stade, insuffisantes. C'est aussi le cas pour d'autres phases tests qui sont toujours à l'étude, à savoir la méthylcobalamine à très haute dose, une forme de vitamine B12 et l'antioxydant Edaravone. En gros, c'est un peu ça le traitement. Merci docteur. Alors maintenant que nous avons compris le traitement, y a-t-il des complications pour la maladie de Charcot ? Parmi les complications, nous avons une paralysie respiratoire, aspiration, et les infections des voies urinaires ou des poumons. Quelle est la différence entre la maladie de Charcot et la maladie de Charcot-de-Marie-Tooth ? La maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, SLA, est une affection neurodégénérative qui cible les motoneurones. La maladie de Charcot-Marie-Tooth, CMT, est un trouble génétique qui affecte les nerfs périphériques. Docteur, quel est votre dernier mot à ce sujet ? La sclérose latérale amyotrophique conduit généralement à la mort en quelques années en raison d'une insuffisance respiratoire, qui entraîne une hypoxémie et une hypercapnie. En raison d'une ventilation pulmonaire réduite, une pneumonie survient souvent, ce qui peut aggraver considérablement l'état du patient. Il est donc important de consulter un médecin pour avoir un bon traitement. On ne peut pas parler de cette maladie sans évoquer Stephen Hawking, qui a survécu plus de 50 ans après son diagnostic en 1963. Il est décédé en 2018. En conclusion, si vous avez des symptômes comme nous l'avons évoqué dans ce podcast, n'hésitez pas à consulter un médecin. Docteur Glody, merci. Je vous en prie, Nicolas. Merci de nous avoir suivis et vous avez donc appris beaucoup de choses aujourd'hui concernant cette maladie. Tout comme moi, je vous retrouve pour un prochain numéro. Alors n'hésitez pas de vous abonner et de partager le contenu. Que Dieu vous accorde une meilleure santé. Allez, ciao!